Voilà, fidèles téléspectateurs, nous revenons encore sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt qui fait couler encre et salive. Plusieurs juristes interprètent à leur manière. Nous allons en parler aujourd'hui avec Maître Chingej. Bienvenue, Maître. Merci. Dans une co-présentation de Floyd Toto, bienvenue. Merci, Voilà, Jean-David. Maître, vous aviez suivi cet arrêt, l'arrêt sur l'affaire Bukanganozo. Mais l'on comprend que beaucoup de juristes ne parviennent pas totalement à comprendre la quintessence de cet arrêt. Qu'est-ce qui serait beaucoup plus à la base de ça? Oui, je l'ai dit plusieurs fois sur votre plateau. Il faut toujours faire la différence entre un juriste et un juriste sérieux. Donc, c'est déjà différent. Les juristes sérieux, c'est celui qui demeure dans le carré des textes. C'est-à-dire, quand il interprète les textes, il comprend les concepts de droit. Il comprend même l'esprit de la lettre pour éclairer le commun des mortels. Parce que vous êtes sans ignorer que le droit n'est pas une affaire de tout le monde. Donc, c'est une affaire des initiés. Ceux-là qui ont été à la faculté pour apprendre afin d'aider les autres personnes physiques comme personnes morales devant certaines questions controversées. Alors les juristes, c'est ça, on trouve un juriste parce qu'il est de telle tribu, un juriste parce qu'il est de telle religion, un juriste parce qu'il est de tel parti politique. Et c'est ce qui fait débat. Mais si tous les juristes reviennent là où nous parlons des juristes sérieux, je pense que nous parlerons le même langage. Parce que déjà, on commence à voir même les procureurs généraux, près la Cour de cassation, qui veut reprendre le dossier Bukanganozo, alors qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour s'est déclarée incompétente. Oui, nous avons sonné l'alerte, c'était bien avant. C'est-à-dire, quand le procureur a commencé ses poursuites avec ses réquisitoires, nous avons dit devant tout le monde que un juriste doit avoir ce que nous appelons la prudence. Quand un juriste entame une procédure et qu'il sent que ça ne va pas, il doit reculer. Le fait de vouloir avancer, on aboutit toujours au scandale. Parce qu'on ne peut pas forcer dans une voie inexistante. On ne peut pas. Le fait de vouloir forcer, nous tombons dans le scandale. Vous avez tous constaté, c'est vrai. N'importe qui peut se décider de poursuivre n'importe qui aujourd'hui. Mais le dernier mot revient à celui à qui la Constitution a donné les pouvoirs de trancher. Et aujourd'hui, celui à qui la Constitution a donné le pouvoir de trancher a tranché. Je pense que dans un pays sérieux, Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde s'incline. l'instance est éteinte? On peut dire ainsi. L'instance est éteinte. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est des principes que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Pourquoi sans appel? Parce que dans un État sérieux, il faut une sécurité juridique sur les décisions. Nous risquons d'aboutir à un procès éternel. Celui qui perd, il va en appel. S'il gagne, l'autre va aussi en appel. Si celui-là perd, l'autre va en appel. Non, on doit apprendre à s'arrêter. C'est ça la sécurité juridique. À un moment. Oui, raison pour laquelle la Constitution prévoit que les décisions d'une Cour constitutionnelle soient sans appel pour permettre à tout le monde de les accepter. Le procureur général après la Cour de cassation a rappelé à un des avocats de Augustin Matata Pogno, il dit, si la Cour s'est déclarée incompétente, il n'est pas dit que la Cour vous a acquitté. Il faut toujours faire attention. L'acquittement est une question de fond. Ok. Mais la Cour constitutionnelle a tranché sur une question de forme. Et en droit, personne ne peut trancher une question de fond si il n'a pas examiné la question de forme. C'est le préalable qu'on appelle en droit. Et je l'ai dit plusieurs fois que la porte de la Cour constitutionnelle était hermétiquement fermée. Évidemment. Quand on dit hermétiquement fermée, c'est dire que la Cour constitutionnelle était incompétente de connaître de cette affaire au fond. Vous le saviez avant comment? C'est parce que je suis un juriste sérieux. Et je l'avais dit qu'aucun juriste sérieux ne pouvait me contredire. Et vous avez vu que les juristes sérieux de la Cour constitutionnelle est allé sur la même voie parce qu'il s'agit des textes. D'accord. Alors, pour ceux qui nous suivent, parce que c'est un procès qui a été suivi à travers le monde, alors pour ceux qui nous suivent, depuis que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, vous avez lu cet arrêt, quelles en sont les grandes lignes? Qu'est-ce qu'on peut retenir avant que nous décryptions cet arrêt? On en retient quoi? Oui, on en retient que nous pouvons compter sur certains de nos juristes.
C'est ce que moi je retiens. Sur Nous certains pouvons juristes. compter sur certains de nos juristes. Moi, je parle du contenu. Oui, Du contenu de l'arrêt. Qu'est-ce qu'on peut retenir Qu'est-ce qu'on peut maintenant contenir du Nous contenu, les retenons- grandes lignes du contenu de l'arrêt? nous retenons que la Cour constitutionnelle s'est basée sur 2 dispositions légales. On peut La dire que première- d'abord, c'est une jurisprudence. Évidemment. Ok. Elle s'est basée sur deux dispositions légales. La première. C'est-à-dire, la première, c'est celle qui met la base de l'article 17 de la Constitution, Qui stipule? qui stipule que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. C'est cette disposition qui met la base de ce que nous appelons le principe de la légalité des délits et des peines. Pour dire que personne ne peut être poursuivi en RDC si l'acte commis n'est pas une infraction. Cette même personne ne peut pas être poursuivie si cette infraction ne prévoit pas de peine. Cette personne ne peut pas être poursuivie si cette peine et cet acte ne sont prévus dans une loi. Ça, c'est la première disposition. La deuxième, La deuxième disposition, c'est l'article 163 de la Constitution, qui stipule qui stipule que la Cour constitutionnelle est la juridiction du président de la République et du Premier ministre. Ce sont les deux dispositions. En fonction. Bienvenue. Parce que cette disposition-là traite du singulier. Oui, Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on traite du singulier. allez-y. C'est la juridiction du président et du Premier ministre. Le singulier est utilisé en français lorsqu'il n'y a qu'une seule personne ou un seul objet. On ne peut pas vous dire du Premier ministre lorsqu'il peut y avoir 2, 3, 4. Ou des Et en présidents ou des RDC, premiers ministres. Non. et en RDC, nous n'avons qu'un seul président de la République et un seul Premier ministre qui sont justiciables de la Cour constitutionnelle en matière pénale. Donc le législateur n'est pas ignorant du français, donc, ou de la manière de s'exprimer. On ne pouvait pas penser qu'en RDC, cette disposition fasse allusion à un autre Premier ministre. Nous avons un seul Premier ministre. Si aujourd'hui il tombe sous le coup de la loi pénale, il sera justiciable de la Cour constitutionnelle. Et Matata Pogno n'est pas Premier ministre. Alors, mais ce qui vous divise avec les autres juristes, les autres avocats, c'est aussi la compréhension de cet arrêt. Oui. Il y en a qui estiment, puisque la Cour s'est déclarée incompétente, on peut aller en cassation. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je vais réfléchir comme eux et puis revenir dans ma réflexion. Parce Oui. qu'on doit expliquer d'une manière pédagogique. Ok. En droit, il y a le principe de la cristallisation des faits. C'est un principe connu de tous les pénalistes, de tous les juristes, du moins les sérieux. C'est-à-dire, si vous commettez une infraction aujourd'hui, nous disons que ces faits se sont cristallisés au moment où vous commettez l'infraction. À supposer que vous êtes un civil, vous commettez une infraction aujourd'hui. 2 jours après, vous êtes enrôlé dans l'armée, vous devenez militaire. Qui vous poursuit? Qui vous poursuit? Parce que vous êtes civil, au moment de la cristallisation des faits, et au moment des poursuites, vous êtes déjà militaire. Est-ce que, allons-nous dire que c'est la juridiction militaire qui vous poursuit? Non, c'est la juridiction civile, parce que au moment où vous avez commis ces infractions-là, vous étiez civil. Ok, ça se passe Donc comme ça. la juridiction militaire ne peut pas connaître. L'inverse aussi, vous êtes militaire, vous commettez des infractions. Après, il y a une démobilisation, vous quittez l'armée, vous êtes devenu civil. On veut vous poursuivre pour les infractions prétendument commises pendant que vous étiez militaire. C'est la juridiction militaire qui devient compétente. C'est comme Ça, ça. c'est le principe de la cristallisation des faits. Vous voulez en venir où? Nous revenons maintenant dans notre cas d'espèce. Oui. Le Premier ministre honoraire commet des infractions pendant qu'il est Premier ministre. Et après, il n'est plus Premier ministre. Si nous prenons ce principe de la cristallisation des faits, nous dirons que son juge, c'est le juge de la Cour constitutionnelle. Mais rentrant dans les textes qui régissent la Cour constitutionnelle, on retrouve que ce texte n'a pas prévu la situation d'un ancien Premier ministre. Ça a bloqué. Nous retournons à la Cour de cassation. Il y a un blocage sérieux parce que ces principes-là
ne permet pas à un juge de la cassation de mettre son nez dans une affaire de la compétence de la Cour constitutionnelle. Parce qu'on lui opposera ses moyens pour lui dire que vous ne pouvez pas juger un Premier ministre. Vous ne pouvez pas. C'est supposé que la personne aurait commis des infractions pendant qu'elle était Premier ministre. Donc vous ne pouvez pas connaître de ces faits. Mais si elle avait commis ces faits pendant que cette même personne est sénatrice, vous avez la possibilité de la poursuivre même si elle est déjà devenue. Vous comprenez? Ça, c'est le principe de la cristallisation. Oui. Maintenant, le vrai problème qui se pose, c'est lequel? C'est là où tout le monde doit comprendre que, étant donné qu'il manque chez nous, dans notre arsenal juridique, une loi portant statut des anciens premiers ministres, les juges naturels n'existent pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Des anciens premiers ministres. Des anciens premiers ministres. Il aurait été celui de la Cour constitutionnelle en vertu du principe de la cristallisation des faits. Comme j'ai expliqué par rapport à un civil qui devient militaire, à un militaire qui devient civil, à un premier ministre qui devient ceci ou cela. Il aurait dû être entendu valablement devant la Cour constitutionnelle, qui est le juge du Premier ministre, si la loi prévoyait ces statuts. Ok. Mais comme la loi ne prévoit pas ces statuts, nous sommes devant une situation de blocage. S'il y en a qui pensent que le législateur peut aller légiférer dessus, le principe de la non-rétroactivité des lois entre aussi en ligne. C'est-à-dire? C'est-à-dire, une loi ne rétroagit pas en principe. Ça, c'est du droit. C'est du droit. Une loi pénale promulguée aujourd'hui ne peut pas gérer une situation d'hier. Ok. Parce que les lois pénales sont promulguées pour l'avenir. Alors, si je vous comprends bien, Oui. aujourd'hui, l'affaire Boucanga Lonzo, c'est fini. Par rapport au sénateur Matata Pogno, il n'y a pas d'issue. Je l'ai dit et je le dirai toujours. Il n'y a pas d'issue. C'est une affaire qu'on doit taire dans toutes les langues et parler d'autres choses par rapport au sénateur. C'est impossible d'inventer aujourd'hui la roue. Mais alors, ce que je ne comprends pas, comment est-ce que le procureur général près la Cour constitutionnelle lui-même veut se ressaisir du dossier pour le déposer au niveau de la Cour de cassation? D'abord, c'est un homme de droit aussi comme vous. D'abord, c'est très scandaleux. Pourquoi? Il n'existe pas de passerelle. D'abord, Entre la Cour constitutionnelle et il la Cour de n'existe pas cassation. de passerelle. Ok. L'unique passerelle prévue par les textes, c'est en matière de l'administration. Peut-être, on peut peut-être utiliser des secrétaires de la Cour de cassation vers la Cour constitutionnelle, oui. Mais sur le plan juridictionnel, il n'existe pas de passerelle. Parce que j'ai ouï dire qu'il aurait apprêté un dossier pour déposer. C'est par quelle porte, c'est par quelle passerelle? Cette passerelle n'existe pas. Si elle existe aujourd'hui, elle ne va pas régir les passés, comme je vous ai dit. Si on la crée aujourd'hui, ça sera pour des dossiers de l'avenir. Mais du moins pour le cas Matata Pogno, qui devient un cas du passé, par rapport à toute loi à venir, nous devons oublier, nous devons respecter nos textes, nous devons respecter les décisions des instances supérieures lorsque nous avons affaire à des magistrats sérieux. Mais est-ce que la Cour constitutionnelle ne l'a pas dit autrement? Que c'est fini dans l'arrêt? Non. Si la loi elle-même vous dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel, vous voulez que la Cour constitutionnelle le dise encore comment pour comprendre? Sans appel veut dire quoi autrement? On ne peut plus attaquer une telle décision. On ne peut pas attaquer cette décision. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, le procureur s'attaque à cette décision. Oui, parce que lui, il est près de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Le jour où il a saisi la Cour constitutionnelle, la loi dit qu'il s'est dessaisi du dossier pour l'éternité. Et c'est fini. C'est fini. Le jour où un procureur décide d'amener un prévenu devant une juridiction, dès qu'il dépose, sa mission est terminée. Pour quelle raison? C'est parce que nous sommes dans des pays où chaque personne a droit à un procès équitable. Si le ministère public dépose le dossier par voie de requête aux fins de fixation devant une juridiction et continue
a usé de son pouvoir de procureur, donc il n'y a pas de procès équitable. Quand on se présente devant un juge pénal, le ministère public est parti au procès comme les prévenus, comme la partie civile. Tous sont partis au procès. Il n'y a pas plus supérieur que l'autre. Ce qui veut dire que dès qu'un juge se prononce, toutes les parties s'inclinent. S'il y a une partie qui se dit ne pas être satisfaite contre la décision, elle introduit un recours. Mais lorsque la loi elle-même vous dit qu'il n'y a plus de recours, vous faites quoi si vous avez du respect? D'ailleurs, le ministère public chez nous, nous l'appelons toujours organe de la loi. Organe de la loi, c'est lui-même le gardien du temple. C'est lui qui veille au respect des lois. C'est le ministère public. Il veille au respect des lois. Mais que dire lorsque c'est le ministère public qui va à l'encontre de la loi? Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit que c'est scandaleux. J'ai ouï dire qu'il y aurait un dossier qui passerait ou qui serait en train d'être passé. J'ai posé des questions à la loi. Existe-t-il des passerelles entre les deux institutions? J'ai dit non. Puisque vous parlez de cet arrêt, mais jusque-là, Augustin Matata Ponyo et consorts n'ont pas encore leur mouvement, donc ils ne peuvent pas certainement se déplacer sur le sol congolais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et pourquoi jusque-là, il n'y a pas encore de notification? Au niveau du Sénat, là où il est sénateur, la Chambre dit qu'il n'a jamais été notifié. C'est qu'il y a encore un flou ou il y a d'autres choses qui sont en train d'être faites. Bon, moi je pense qu'il s'agit là d'une atteinte aux libertés publiques individuelles. C'est une atteinte? Oui, c'est une atteinte aux libertés publiques individuelles. Comment ça? Parce que la Constitution protège les libertés publiques, qui peuvent être économiques, qui peuvent être politiques, qui peuvent être... Mais ici, nous sommes dans le cas des libertés publiques individuelles, où chaque personne a le droit de ses mouvements, là où il veut aller, à moins qu'il y ait une raison soutenue par la loi qui l'en empêche. Je peux aller très loin. Les immunités du sénateur Matata Ponyo n'ont jamais été levées. D'abord, parce que si nous devons que nous en tenir aux lois du pays. Par exemple, nous disons aujourd'hui, chaque Congolais va respecter la loi. Moi, je dirais dans toute orthodoxie du droit que les immunités du sénateur n'ont jamais été levées. Pourquoi vous le dites? Parce que l'organe qui avait prétendu lever ses immunités ne devait pas le lever d'abord sous cette procédure. Et deuxièmement, cet organe, si nous disons qu'elle les a levés, elle les avait levés pour un autre dossier. Ce qui faisait que les jours où on a classé ces dossiers sans suite, si nous allons dans l'impossible que ces immunités étaient levées par cet organe, même en violation de loi, le jour où on a classé les dossiers de la réalisation sans suite pour inopportunité de poursuite, c'était automatique que ces immunités retournaient. Donc, et conséquemment à ça, il ne devait même pas être devant la justice. Impossible. Ce qui justifie qu'il ne s'est jamais présenté devant les procureurs jusqu'au jour où le procureur a fait ses forcings d'aller fixer un dossier sans enquête préalable. Vous comprenez? Sans avoir entendu les prévenus, l'inculpé à l'époque, qui est devenu prévenu par la force des choses, sans l'avoir auditionné. Et les alors maintenant, allons dans l'hypothèse où il a été devant la justice et que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. A-t-il bénéficié automatiquement de ces immunités? C'est si, dans l'hypothèse impossible, oui, que ces immunités étaient levées. Lorsque la Cour se prononce d'abord, même quand vous suivez à la télé, vous êtes informés. Parce que les décisions de justice, pourquoi est-ce que nous insistons que les huissiers de justice puissent instrumenter les exploits de justice? C'est pour rendre les décisions opposables aux autres. Mais moi, je pense que dans certains cas, une information comme l'information de cette décision de la Cour d'appel et de la Cour constitutionnelle, décision débattue dans tous les salons de la République, personne ne peut vous dire qu'il est ignorant. D'abord, l'information est passée, tout le monde est informé.
Même le président Les du deux. Sénat. Tout le monde est informé. Mais lui dit qu'il n'a pas Parce été que notifié. le statut du président du Sénat n'est pas un statut n'est pas n'importe lequel. C'est quelqu'un qui est informé de tout ce qui se passe au pays. Parce que c'est la deuxième personnalité du pays. Oui. Cette personnalité est informée de tout ce qui se passe au pays. Mais, par-dessus tout, il y a un huissier de justice qui est allé signifier la décision. Le 2 décembre. Oui, le Mais- 2 décembre. Mais il a déposé la Oui. lettre, le courrier, Oui. mais le président, lui, n'est pas encore informé. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand un huissier va signifier un exploit, c'est en vertu d'un principe. Lequel? Le principe de la fixité même du domicile. Ça veut dire? C'est comme nous tous ici. Oui. Nous sommes sur le plateau de Télé 50, mais chacun sur sa carte d'identité est inscrit son adresse. Oui. C'est supposé que chacun est chez lui à la maison. C'est-à-dire, si un huissier de justice arrive chez vous à la maison en ces moments, il instrumente un exploit. Vous êtes censé, en vertu de la loi, avoir été informé. Donc, le président Bahati est informé. Le reste, si vous avez fait 5 jours sans passer la nuit chez vous, ce n'est plus le problème de la justice. Ah bon? Vous êtes censé être informé. Informé. Parce qu'il a instrumenté. Et ces exploits-là, Même si ces services ont perdu le courrier. ces exploits sont des actes authentiques. C'est-à-dire, Un acte authentique, c'est un acte vrai. Ok. Jusqu'à preuve du contraire. Contraire. C'est-à-dire, un huissier de justice a fait son boulot. Nous sommes tous informés que le Sénat est informé. Si le président a dit qu'il n'était pas informé, peut-être le président est ignorant que lorsque l'exploit est déposé, il est censé être informé. Parce que vous savez que nous sommes dans un pays où on peut penser que ce qu'on ignore n'existe pas. Hein? C'est ça le vrai problème. Oui. Oui, ce que j'ignore n'existe pas. Oui. C'est ce qui arrive à beaucoup de nos compatriotes. Alors que quand on ignore, il faut poser la question. Devant cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Mais il a aussi une équipe de juristes, non? C'est ce que je dis. Oui. Mais vous pouvez avoir une équipe de juristes que vous n'écoutez pas. Vous comprenez? Ok. Il ne faut pas toujours condamner les juristes autour Ouais. de certaines autorités. Oui, oui. Parce que l'autorité qui a des conseillers en cette matière et qui ne les écoute pas, n'en a pas. Vous comprenez? Parce que vous affirmez qu'il en a, mais moi je pense que peut-être qu'il ne l'a pas. Alors, parce que nous avons vu ce courrier avec l'accusé de réception du Sénat, mais pendant la plénière, du haut de sa tribune, le président dit, lui, il n'est pas informé. Mais Oui. pourtant, ça a été déposé. C'est ce que je dis. C'est peut-être l'ignorance. C'est comme ça. Moi, je suis juriste. Pour moi, je me dis de l'ignorance. Je vous ai donné l'exemple. Qui est Vous êtes ignorant? ici. C'est lui, le président. Oui. Il est ignorant. C'est ça l'ignorance. Ok. J'ai donné l'exemple. Vous êtes ici. Un huissier débarque chez vous à la maison pour déposer un exploit. En vertu de la loi, vous êtes censé être informé au moment où l'huissier signe qu'il a été chez vous, parlant à X ou à Y qui a réceptionné. En ce moment-là, vous êtes censé, vous n'allez pas vous justifier. C'est ainsi que vous voyez qu'on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, pas de prétexte. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est une turpitude. Parce que vous dites que je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Est-ce Mais que- votre l'exploit est clair. C'est Est-ce comme que- quelqu'un qui vous dit non, j'ignorais la loi. Mais où est notre problème si vous ignorez la loi? Mais la loi est là, même si vous l'ignorez, Très elle bien. existe. C'est bien compris. voilà, est-ce que ce ne sont pas des pressions qu'il recevrait peut-être de part et d'autre pour ne pas accéder à la demande de Augustin Matata Ponyo? Bon, moi, je pense que c'était une préoccupation à bout portant. Quand quelqu'un réagit, nous tous, nous avons toujours les réflexes d'être sous la défensive. Mais juger qu'il a reçu une pression ou quoi, je ne sais pas. Mais je me dis qu'il a reçu une question à bout portant. C'est comme vous êtes là directement, on vous pose une question, vous ne vous attendez pas à cela. La réaction de chacun dépend de ce qu'il y a dans sa tête. Pour moi, je me suis dit qu'il a voulu faire passer juste cette Alors, question. comment vous avez apprécié, Et- vous, la réaction du sénateur Évariste Bouchab? Oui, le professeur Évariste Bouchab. Le contenu de sa réaction. Oui, il a dit la vérité La vérité. et le sérieux dans ses dires. Mais c'est seulement que, vous savez, il y a des choses qu'il faut dire pendant qu'il faut les dire. Selon moi, Oui. je pense que c'est tardif. C'est tardif. C'est tardif comment? Mais parce que Pendant que la chose était Mais brûlante. Non, la chose l'opportunité était n'était là. pas brûlante. Oui.
là. Oui. La chose a commencé il y a plusieurs mois. Oui, oui. Vous comprenez? Mais ils n'ont rien dit. On a besoin de... Mais c'est l'opportunité. L'opportunité, Non, c'est... l'opportunité pour un c'était sénateur. présenté, Pour là. un sénateur, pas pour un citoyen comme moi. Un sénateur, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui peut s'exprimer quand il en a l'occasion, quand il veut. Ce n'est pas qu'il fallait toujours cette plénière. Je vous dis la vérité que, je l'ai dit lors d'une émission, que cette affaire présentait l'image d'un sénateur sacrifié par ses pairs. C'est l'image que ça donnait. Parce que moi, je me pose la question. Comment, en vertu, vous savez que l'esprit des lois de Montesquieu régit quand même nos institutions. La séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui accepter qu'un pouvoir porte atteinte à un autre. Qu'un pouvoir... Donc, il devait s'exprimer. Mais ici, il y avait le pouvoir judiciaire qui empiétait sur le pouvoir législatif. Donc moi, je pense que tous les parlementaires étaient concernés. Devait parler en ce moment. Parce que vous savez que si c'est vous, aujourd'hui, vous êtes parlementaire, vous subissez ça. Demain, un autre pourra subir, toujours du fait d'un seul pouvoir. Après, demain, un autre pourra subir. Raison pour laquelle les immunités existent. Les immunités protègent les fonctions de ces personnes-là. Et lorsque vous sentez qu'il y a l'un de vôtres qui est injustement poursuivi, moi je pense que ce genre de réaction aurait été très utile si, en son temps déjà, on entendait quand même de sénateurs réagir. Je ne condamne pas cette position. C'est une position d'un professeur de droit et il a puisé cette matière dans nos lois. Tout est exact. Moi, je dis seulement le temps. Et là, il a dit, moment. mais là, au moins, il a dit le droit. Oui, mais le moment de le dire, c'est ce qui est important dans la vie. Quand moi, je vois une injustice aujourd'hui, je ne dis rien. Et demain, au moment où tout est déjà passé, je commence à dire, non, c'est vrai, il avait tort. Quelle sera la valeur de mon jugement ou de ma prise de position? La prise de position pour les gens que nous mettons au-dessus de nous, elle est très importante lorsque elle est faite pendant qu'on en a besoin. Vous comprenez? Ici, aujourd'hui, il est question d'une violation de droits, des libertés. Des libertés protégées par la Constitution. Alors, très clair. moi, ma question, c'est celle-ci. Un président de la République peut être poursuivi. Et c'est prévu dans la loi. Son juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. Et même un Premier ministre. Maintenant, devant des violations graves du procureur général comme ça, on va le laisser comme ça, on va le regarder. Bon, qu'est-ce que la loi prévoit quand un procureur commet des violations? Moi, je pense que personne n'est épargné des poursuites judiciaires. Oui. Tout citoyen, parce que je vous ai dit la fois passée, un procureur est d'abord une institution. C'est toute une institution. Mais cette institution ne fonctionne pas par soi-même. Il y a une personne qui incarne ses pouvoirs, qui pose les actes. Si cette personne-là qui incarne ses pouvoirs porte atteinte à une loi, on ne l'épargne pas. Dès qu'on constate que ça, c'est une violation de droit, par exemple, l'assignation à résidence surveillée. Alors qu'il n'en avait pas le droit. Oui, la loi est claire que c'est le premier président de la Cour constitutionnelle qui assigne. Il peut être poursuivi pour ça. Évidemment. Parce qu'il n'y a personne qui a le droit de porter atteinte. Mais là, regardez, c'est que... comme c'était le cas d'une violation des domiciles. Mais Jean-David, moi je voudrais savoir, les procureurs généraux sont poursuivis où? Tout le monde est poursuivable. Tout le monde est poursuivable. Regardez d'abord, violation, assignation, résidence surveillée. Un problème. Un dossier pour lequel il s'est dessaisi, il veut reprendre ce dossier. Il y a encore autre chose là-bas. On a déjà... la Cour s'est déjà déclarée incompétente, mais il ne veut pas certainement libérer assez que Matata Ponyo puisse recouvrer ses immunités. Voyez donc, il y a beaucoup de violations de la part du procureur. Alors, qu'est-ce que la justice ou le droit prévoit par rapport à des telles bévues de la part de l'organe de la loi? Je vous ai dit ici, personne n'est à l'abri des poursuites judiciaires. Si vous parlez ici d'un président de la République qui peut être poursuivi, le premier citoyen du pays, si vous parlez d'un premier ministre qui peut être poursuivi, vous pensez qu'il y a des personnalités qui ne peuvent pas l'être? Non. C'est-à-dire, le texte prévoit la procédure pour chacun des sujets devant ses responsabilités.
Seulement que, vous savez, nous avons grandi et avons appris que l'adage le dit, même que parfois il ne faut pas chasser deux lièvres à la fois. Vous êtes devant une bataille, en toute intelligence d'abord, on se sort de cette emprise, pardon, et puis par après on commence à voir quels sont mes droits. Souvent c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont aussi intelligents, qui voient que ici on a violé mes droits, mais c'est dit, j'ai d'abord une bataille, ici je dois d'abord épuiser. Okay. Mais ce n'est pas pour autant que là on a violé ce droit, il va laisser comme ça sous silence. Non. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Matata Ponyo est en train d'écrire l'histoire. Vraiment l'histoire. Pour moi, je pense que, parce qu'il est le premier, la première personnalité à être traînée depuis que la RDC existe devant la Cour constitutionnelle, c'est gens en matière pénale. Ça, c'est vraiment un acquis. Et cette Cour a décliné sa compétence. Une première. C'est une première jurisprudence. Des deux, c'est une personne qui a refusé de violer la loi. Il a refusé de violer la loi. Parce que quand les procureurs le convoquent, il refuse de partir parce qu'il opposait le principe de la baïonnette intelligente au procureur. C'était le respect de la loi. Donc il a continué à écrire l'histoire. Aujourd'hui, si le procureur légifère, parce qu'il faut lui accorder ce pouvoir de légiférer, dans le sens de dire que un dossier qu'il a entre ses mains peut passer de ses mains vers le procureur général près la Cour de cassation ou de ses mains vers la Cour de cassation, nous tous nous serons maintenant sur le banc de son université pour apprendre. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment appris à l'université. Vous avez raté les cours. Oui, peut-être, non, nous tous. Ce serait une première. Ce serait une première. Donc, devant une situation pareille, pour moi, je me dis que nous avons un Congolais, c'est un Congolais, qui est en train d'écrire une histoire. Je pense que les générations futures pourraient s'imprégner de ça pour savoir comment la justice fonctionne, comment les procureurs agissent, comment les avocats défendent, comment. Donc, c'est déjà un chemin qu'on nous trace. Et moi, j'en suis fier. Alors, Maître, est-ce que vous pensez que le président de la Cour de cassation, au regard de ce saga judiciaire, peut accepter d'endosser une telle responsabilité, un dossier, et le fixer en audience pour juger Matata? Les juges, d'abord, il pourra le faire? Nous sommes dans un état où les juges ne se saisissent jamais de lui-même. C'est comme la Cour constitutionnelle. Je vous avais dit qu'elle ne peut pas se saisir d'elle-même. Elle va attendre le procureur, que le procureur qui a compétence de le saisir arrive, dépose. Et c'est là que la Cour peut se prononcer. Alors je reformule ma question autrement. Est-ce que vous pensez que le procureur général près la Cour de cassation peut se permettre de se saisir d'un tel dossier? Non. Il ne le fera pas? Non. Si je dois le dire dans un mot, je dis non. C'est vrai qu'il y a trop de bruit sur la rue. Et vous savez que la foule ne peut pas diriger. La foule ne peut pas orienter les juristes. Les juristes, c'est une élite. Donc, dire que ce qui se passe dans nos salons quand nous discutons ou sur la rue peut influencer un procureur général à poser des actes, je dis non. C'est un juriste, il sait que la Constitution et toutes les lois du pays lui accordent un pouvoir limité. Il sait qui sont les personnes justiciables près la Cour de cassation pour entamer les poursuites contre ces personnes. Mais lorsque la personne, c'est vrai que Matata Ponyo est sénateur, il est justiciable de la Cour de cassation, donc ce procureur est compétent. Mais pas pour des questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Je ne contredis pas la décision de la Cour constitutionnelle. Les faits, c'est-à-dire les infractions commises par un Premier ministre, relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle. Donc un procureur près la Cour de cassation ne peut même pas y mettre son nez. Lui, il a son pouvoir, il a ses procédures, donc il ne peut pas. Moi, je vous dis, c'est non.
Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Alors, mais et croyez-moi, est-ce que dans l'histoire judiciaire de notre pays, aussi loin que peuvent remonter vos pensées, est-il déjà arrivé un dossier auprès d'une cour se déclare incompétente et se déclare à nouveau compétente? C'est déjà arrivé? Non. Bon, pour qu'elle se déclare compétente, il faut qu'il y ait des voies de recours, soit une opposition, soit un appel. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de recours devant cette juridiction. Maintenant, si nous prenons les juridictions inférieures maintenant, dans votre hypothèse, s'il est déjà arrivé qu'une juridiction qui s'est déclarée incompétente se déclare compétente, mettez en tête que lorsque une juridiction se prononce, elle est dessaisie. Les juges qui se prononcent est dessaisie. Ce qui veut dire que vous ne pouvez plus revenir parce qu'il y a un principe de non bis in idem qui intervient pour qu'on ne peut pas juger deux fois la même cause. On ne peut pas juger deux fois. Il y a déjà une décision, vous ne pouvez plus ni les partis. Donc c'est ça le principe au niveau de la Cour de cassation. Il y a le non bis in idem qui est là, ne peut pas retourner dessus pour juger à nouveau. C'est-à-dire il y a toujours des blocages. C'est pourquoi j'avais dit d'une manière simple que les portes étaient hermétiquement fermées. Alors, il n'y avait plus de clés. Maître, maintenant là, moi je suis un peu confus, je suis un peu perdu. Je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec le procureur général après la Cour constitutionnelle. Parce que je ne comprends pas. Ce sont des choses assez élémentaires. Qu'est-ce qui se passe? Bon, notre constat, vous savez, j'ai toujours dit ceci, que même Usain Bolt, qui court l'homme le plus rapide du monde, finit par s'arrêter. Et parfois, il s'arrête en n'étant plus debout. Il est par terre et les caméras viennent filmer qu'il est quand même arrivé, mais il est tombé. Donc, quand on court, on doit savoir où s'arrêter. Il y a toujours des limites dans tout ce que nous faisons. Donc, le procureur général pour la Cour constitutionnelle, jusque-là, je n'ai pas vu un acte extériorisé de sa part dans le sens d'aller saisir la Cour de cassation, d'aller saisir le procureur général pour la Cour de cassation. Moi, je n'ai pas vu d'acte. C'est juste qu'on entend parler. Et nous débattons des hypothèses. Oui. Au cas où, mais je vous dis, au cas où, nous serons dans une folie. Parce que... Si ça se fait, ce serait de la folie. C'est de la folie. Parce que je peux vous déposer l'arsenal juridique de la RDC ici en cette matière. Vous ne trouverez pas de passerelle entre les procureurs généraux près la Cour de cassation. Et vous serez surpris. Et lui, il a des arguments. Il peut être devant vous donner des arguments. Il en a eu lorsqu'il a déposé le réquisitoire. Il en avait également. Il en a eu lorsqu'il a assigné à bref délai le sénateur. Il en avait également lorsqu'il a signé la requête aux fins de fixation. Mais nous en sommes où? C'est ça le droit. Le droit, c'est comme le feu rouge lorsqu'on circule. Le feu rouge, quand il est allumé, vous vous arrêtez. Même si vous l'injuriez, vous vous arrêtez. Parce que quand vous traversez, il y a la police qui vous arrête. Donc, nous sommes devant ces feux rouges-là qui s'est déjà allumé. Donc, tout le monde est censé s'arrêter. Donc, cette direction-là, elle est bloquée. Alors, il faut que maintenant les sénateurs et les autres puissent retrouver leur mouvement. Il a déjà ce droit. Il a ses immunités, mais, il les a. Ça, vous le dites. Mais imaginez qu'il se pointe devant un aéroport et qu'on lui demande... C'est ce que j'ai dit. Il a ce droit. Vous savez que moi, je peux me décider de me saisir de vous et de faire ce que je veux. Ça ne suffit pas que j'ai le droit de le faire. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce qu'une personne se décide de faire de vous ce qu'elle veut qu'elle a le droit de le faire. C'est deux choses différentes. C'est comme un voleur qui arrive chez vous, il vole. Mais il a réellement volé. Mais ça ne signifie pas qu'il avait le droit de prendre vos effets. Oui. C'est ça la situation. Il a ses droits avec lui. Il a ses immunités avec lui. Depuis le classement sans suite du dossier sur la réalisation pour inopportunité de poursuite, Matata Ponyo a ses immunités. Ce qui a continué depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai bien dit, il s'agit d'une atteinte aux libertés publiques. Ce sont des libertés sécurisées, protégées par la Constitution. Et j'ai parlé des libertés publiques individuelles.
ce qui est différent d'autres libertés publiques, mais il y a violation de ce droit. C'est-à-dire celui qui viole ce droit n'a pas le droit de les violer, mais il les viole. C'est ça la situation. Vous savez, je vous ai dit une fois qu'Émile Durkheim a parlé, il a enseigné en France, il a parlé de l'anomie. C'est ça l'anomie. L'anomie, c'est quoi? C'est comme une maladie. Au moment où les gens ne savent pas à quel sens c'est voué. Quelqu'un vient et t'arrache ta montre, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller l'accuser. Une personne vient te dire que non, tu n'as pas le droit d'aller même dans ton village, toi tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller l'accuser. C'est parce qu'il n'y a plus de normes, on ne sait pas que faire. Vous comprenez? C'est ça la situation, c'est cette maladie. Hein? C'est parce qu'il a qualifié ça comme une maladie. C'est ça. Quel pourrait être le conseil que pourrait lancer aux sénateurs, collègues de Matata Ponyo devant cette situation injuste? Non, les sénateurs doivent être solidaires. Cette solidarité ne dépend pas de la couleur politique, de la couleur tribale. Non. C'est parce que tous sont sénateurs. C'est ça d'abord la solidarité. Vous comprenez? Ils doivent manifester cette solidarité. Parce que ça peut arriver sur la tête de quelqu'un demain, hein, et sur une autre personne après-demain. Et Matata Ponyo dira quoi? Non, comme on ne m'a pas soutenu, moi aussi je ne soutiendrai personne. Non, c'est-à-dire que c'est une solidarité qui doit se manifester. Mais quant au sénateur Matata Ponyo, pour qui d'ailleurs je suis l'un des avocats, il doit continuer à réclamer ses droits. Un droit, il est droit lorsqu'on sait les réclamer. Il ne doit pas baisser les bras parce qu'il y a violation de ce droit. Il doit continuer par tout moyen de droit à réclamer la restitution de ses immunités qu'on tente de lui priver. Donc c'est ça, par rapport aux autres sénateurs, c'est la solidarité. Voilà, merci beaucoup, Maître Frédéric Tchingej, surtout de votre passage. Merci à vous, Floride Zantoto. C'était avec plaisir. Fidèles téléspectateurs, restez branchés. Nous aurons le temps de pouvoir charcuter cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous aurons d'autres invités qui viendront pour parler de ça. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.